Bonjour, je m'appelle Mohamed Salek Hélien, secrétaire général du réseau des jeunes scientifiques mauritaniens, jeune activiste intéressé par la formation, l'insertion professionnelle des jeunes et l'entrepreneuriat social. Dans le but de promouvoir l'économie sociale et solidaire en Mauritanie et de sensibiliser les jeunes aux objectifs du développement durable et susciter le réflexe coopératif, j'ai l'immense plaisir de vous inviter à faire partie de nos participants à la 3e édition de la semaine de workshop, en partenariat avec Med Dialogue for Right and Equality, sous le thème Pionnière méditerranéenne pour la solidarité. Pionnière méditerranéenne pour la solidarité est une action commune destinée et adoptée par les jeunes leaders lors d'un exercice participatif mené dans le cadre d'une initiative de renforcement des capacités sur les défis de l'économie sociale et solidaire dans la région méditerranéenne. Cette action est financée par l'Union européenne dans le cadre du programme régional Med Dialogue for Right and Equality. Ainsi, 31 participants de Palestine, Jordan, Liban, Syrie, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc et la Mauritanie conduiront ensemble des actions locales de sensibilisation, de formation et de plaidoyer dans un cadre commun conformément aux principes et normes de l'économie sociale et solidaire. L'objectif de cette campagne étant de promouvoir le développement d'un esprit de solidarité dans leur communauté tout en mettant en avant les grandes opportunités que l'économie sociale et solidaire œuvre. Pour participer à cette 3e édition qui sera en ligne via les plateformes Zoom et Facebook, du 18 janvier au 21 janvier, il vous suffit d'inscrire via le formulaire épinglé en haut pour avoir la chance de participer aux workshops et webinaires en ligne pour enrichir vos connaissances et savoir-faire, mais aussi pour interagir et partager sur les enjeux de l'économie sociale en Mauritanie. Votre présence nous honore. Vous êtes tous les bienvenus et merci. Salam alaikum wa rahmatullah, chers téléspectateurs. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions d'avoir répondu présent pour prendre part de notre 3e édition qui se portera sur les thématiques l'économie sociale et solidaire. J'espère que le son est très bien entendu. Donc, la 3e édition rentrera dans le cadre d'une action commune qui est menée en parallèle dans 10 pays du Méditerranée. Donc, elle a pour but de promouvoir l'économie sociale et solidaire. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions d'être parmi nous et avec nous aujourd'hui. Nous remercions notamment nos invités qui vont prendre part pour animer le panel d'aujourd'hui qui portera sur promouvoir l'économie sociale et solidaire en Mauritanie. Pourquoi et comment faire. Mais avant tout d'abord, nous voudrons commencer par une annonce ou par le lancement officiel de notre événement. Ceci par le mot du président du réseau des jeunes scientifiques mauritaniens, Aminata Bobo Barak, suivi par l'immense que le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports nous a accordé. Malgré les préoccupations qu'il a, il a partagé avec nous une vidéo pour nous saluer sur l'initiative et pour, de son côté aussi, annoncer l'annonce de notre 3e édition qui portera sur l'économie sociale et solidaire. Cette édition est en partenariat avec Med Dialogue for Right and Equality, qui est un programme financé et soutenu par l'Union européenne. Donc, un petit récap en arabe avant de céder la parole à notre présidente, suivi par nos invités, Inch'Allah. إذن مرحبا بالجميع. أتمنى أن
تكون النسخة الثالثة من أسبوع ورشات العمل عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. هذه النسخة تنظم تحت عنوان مبتكر المتوسط من أجل التضامن، وهي بالتعاون مع حوار المتوسط من أجل الحقوق والمساواة، الذي بدوره برنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي. هذه النسخة تنظم بالتوازي في 10 دول من منطقة المتوسط. نحن اليوم في موريتانيا نشرع ونبدأ في النسخة الثالثة في إطار هذا النشاط المشترك. نشكر الجميع لتواجده معنا، نشكر ضيوفنا الكرام الذين سيقدمون المعلومات مشكورين حول هذا الموضوع المهم جدا، والذي الجميع متجه له إذ هو من الأمور المتعلقة بالتنمية وله دور مهم. إذن سنفتتح الجلسة إن شاء الله بكلمة مع رئيسة شبكة شباب العلم الموريتاني أمينة توبوبا مبارك. Donc, je cède la parole, présidente Amina Toubouba Mbarak. Pour... Merci beaucoup, chérie. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، معالي السيد وزير التشغيل والشباب والرياضة، سيد ممثل برنامج حوار المتوسط، السادة المشاركون، أيها المتابعون، أرحب بكم جميعا في النسخة الثالثة من أسبوع الورشات المنظم للعام الثالث على التوالي من طرف شبكة شباب العلم الموريتاني بالتعاون مع برنامج حوار المتوسط وبتمويل من الاتحاد الأوروبي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار مبتكرو المتوسط من أجل التعاون. أيها السادة والسيدات، بات من الجلي لنا اليوم أنه من أجل تحقيق تنمية مستدامة لا بد من التكامل بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من أجل الفرص، مما يجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واحد من أهم الآليات لتحقيق التنمية الاقتصادية. أيها الحضور الكريم، تندرج نسخة هذا العام ضمن استراتيجية الشبكة الجديدة من أجل توعية الشباب حول التنمية المستدامة وتحضير روح المبادرة والتعاون لديهم. أيها المشاركون الأعزاء، أتمنى أن ترتقي مجمل فعاليات هذه الورشات لتطلعاتكم وأن تضيف الكثير في مسيرتكم، كما أتمنى لضيوفنا الكرام نقاشا مثمرا ملؤه الاستفادة. Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Monsieur les représentants du Dialogue for Right and Equality, honorables invités, chers participants et organisateurs, permettez-moi de vous accueillir très chaleureusement et remercier d'être parmi nous durant la 3e édition de la semaine de workshop, une activité du réseau des jeunes scientifiques mauritaniens, organisée cette année en collaboration avec Dialogue for Right and Equality et financée par l'Union européenne sous le thème Pionnières méditerranéennes pour la solidarité. Nous prouvons aujourd'hui que l'économie sociale et solidaire représente une solution extraordinaire pour un meilleur développement durable, tout en limitant les inégalités des richesses et renforcer les liens sociaux. L'édition de cette année vient dans le cadre de notre nouvelle stratégie de promouvoir le développement d'une société dans l'esprit solidaire chez les jeunes Mauritaniens, en mettant en avance les grandes opportunités de l'économie sociale et solidaire. أخيراً، ختاماً، لا يسعني إلا أن أشكر معالي وزير التشغيل والشباب والرياضة، متحدثين الأفاضل الدكتورة منى أم دفقان، المدير العام لCDS السيد سيدي خليفة، الدكتور صدفي سخاوي، الدكتور هادي عبد البو، السادة المدربون في جميع الورشات، برنامج حوار المتوسط، وجميع المنظمين، وكل من ساهم من قريب أو بعيد في نجاح هذا النشاط. Au nom du réseau des jeunes scientifiques mauritaniens, nous remercions tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de notre événement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
شكرا السيدة الرئيسة، شكرا للسادة الحضور، شكرا لكم جميعا. الآن إذا كانت كلمة السيد وزير الشباب والرياضة جاهزة، donc on va commencer avec le mot du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أود قبل كل شيء أن أشكر منظمين هذه الورشات حول جوبلي التتر قال شبكة ذكر من طرف شبكة افتتاح النسخة الثالثة من أسبوع ورشات. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أود قبل كل شيء أن أحيي جمهور كريم المتابعين عبر الإنترنت. رئيسة شبكة الشباب العلمي الموريتاني، السيد ممثل برنامج الحوار المتوسط، أيها السادة والسيدات، أنا فخور الحقيقة لافتتاح النسخة الثالثة من أسبوع ورشات العمل المنظم من طرف شبكة الشباب العلمي الموريتاني بالتعاون مع برنامج حوار المتوسط حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. أود هنا أن أذكر فقط بأن موضوع بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أود قبل كل شيء أن أشكر منظمين هذه الورشات حول جوبلي التتر قال شبكة ذكر من طرف شبكة افتتاح النسخة الثالثة من أسبوع ورشات. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أود قبل كل شيء أن أحيي جمهور كريم المتابعين Nous avons connu un aléa technique, un problème technique apparemment pour le bon déroulement du mot du ministre. نشكر وزير الشباب والرياضة على مداخلته معنا رغم الظروف ورغم الإخفاقات الفنية التي لم تسمح لتسجيل الكلمة كما ينبغي. إذن الكريم، أود قبل كل شيء أن أشكر منظمين هذه الورشات جوبلي قال شبكة ذكر من طرف شبكة
افتتاح النسخة الثالثة من أسبوع ورشات. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. على نبينا. أود قبل كل شيء أن أحيي جمهور الكريم المتابعين عبر الإنترنت. رئيس شبكة الشباب العلمي الموريتاني، السيد ممثل برنامج حوار المتوسط، أيها السادة والسيدات، أنا فخور الحقيقة لافتتاح النسخة الثالثة من أسبوع ورشات العمل المنظم من طرف شبكة الشباب العلمي الموريتاني بالتعاون مع برنامج حوار المتوسط حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. أود هنا أن أذكر فقط بأن موضوع الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالحقيقة يدخل في صلب اهتمامات الحكومة الموريتانية. كما تعلمون هناك فئات بالحقيقة هشة في المجتمع، وخاصة ما يتعلق الولوج إلى فرص عمل. وحسب المعطيات في موريتانيا مثلا القطاع الغير مصنف في 98 أو 89% من الناس اللي يشتغلوا هون موريتان في القطاع الغير مصنف. كما تعلمون هو الفرص في هذا المجال ليست لائقة، وهم يتعرضون إلى جملة من المشاكل الاجتماعية. إذن تتصورون كم نحن فرحون بهذه المبادرة، وخاصة إذا كانت تأتي من الشباب، والشباب يحس بأهمية مثلا مساهمته في تعجيل وتيرة التنمية الاقتصادية، خاصة اللي عندها طابع اجتماعي. إذن أنا في الحقيقة أتمنى بكل صدق توفيق لهذا الحوار البناء لا شك، وأؤكد لكم بأننا سنأخذ بعين الاعتبار في الحقيقة التوصيات التي إن شاء الله تتوصل عليها هذه المناقشات. إذن أود هنا مرة أخرى أن أشكركم، وأن أقول لكم بأن كنت برغبة أني كنت أتمنى أن أكون حاضرا شخصيا، ولكن لأسباب خارجة عن إرادتي سوف لن أكون معكم، ولكن قلبي معكم وذكري معكم، وإن شاء الله أنا في انتظار التوصيات التي إن شاء الله ستمحور خلال هذا اللقاء. وشكرا لكم. شكرا معالي وزير الشباب والرياضة على هذه الكلمة وعلى هذا التشجيع الذي نثمنه، ونتمنى أن تتمخض عنه أمور إن شاء الله عملية بخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كجانب مهم، ونتمنى أن نرى سياسات واستراتيجيات عملية في هذا الإطار من طرف الدولة بخصوص هذا القطاع المهم والذي يتماشى ويتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي نشهده في الوطن. إذن sans plus tarder, on va commencer avec nos panélistes s'ils sont présents. Donc, le panel d'aujourd'hui, c'est sur promouvoir l'économie sociale et solidaire en Mauritanie. Pourquoi et comment faire? Donc, pour ce panel, nous aurons comme invité Dr Nene Khan et M. Sidi Khalifou. Donc, c'est l'occasion de remercier nos invités d'avoir répondu présent à notre invitation. Je me permets de présenter tout rapidement nos deux invités avant que je cède la parole au premier invité pour qu'il explorera l'aspect stratégique et l'utilité de promouvoir une telle économie sociale et solidaire en Mauritanie. Donc, notre invité d'aujourd'hui est Nene Oumou Khan, professeur d'université, une femme passionnée par l'autonomisation économique des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap. Elle est auteure de plusieurs articles
et ouvrages scientifiques. Intéressée par la problématique de l'entrepreneuriat féminin et elle est membre des groupes de chercheurs en entrepreneuriat, des groupes de chercheurs en entrepreneuriat en Afrique. Elle travaille dans le domaine de consultance et la formation et elle anime plusieurs conférences dans le monde. Donc, elle sera ici pour nous parler sur l'économie sociale et solidaire, donc dans ses aspects stratégiques, donc dans quelle mesure on peut promouvoir l'économie sociale et solidaire en Mauritanie, quelles sont les démarches à suivre et ce que le contexte mauritanien permettra à une telle économie sociale et solidaire comme celle-ci. Donc, et l'aspect stratégique, et s'il y a des initiatives menées par l'État ou des études dans ce cadre et dans ce sens. Donc, notre deuxième invité, c'est M. Sidi Khalifou, donc, qui est bien aussi connu sur l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Donc, il est le directeur général de CDS, donc, qui est une entreprise citoyenne, qui est une entreprise citoyenne qui œuvre pour l'accès aux services d'eau et d'électricité dans les centres, dans certaines zones rurales qui n'ont pas accès à des sources qui sont vitales. Donc, notre invité, il a fait preuve d'engagement, donc ceci à travers son premier engagement dans ces dernières années d'études, donc où il était engagé comme bénévole avec l'association des ingénieurs sans frontières. Donc, l'originalité du parcours de Sidi porte sur la dimension entrepreneuriale. Donc, outre ses longues expériences dans les domaines des ONG, en tant que gestionnaire de projets avec le GRIT, fondateur de l'ONG ECODIF et autres associations et structures. Donc, son quotidien, c'est de vraiment assurer l'accès à l'eau et à l'électricité pour la population qui ont difficulté à ces deux sources de vie. Donc, il est là aussi pour partager avec nous sa perception du sujet, comment il voit l'économie sociale et solidaire, l'utilité de cette économie pour les initiatives entrepreneuriales et les structures de PME, comment une telle législation qui portera sur l'économie sociale et solidaire peut encourager et aider et favoriser l'espace économique et l'échange économique pour la maturité, pour le bien-être de ces structures entrepreneuriales. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à notre première intervenante, Dr Nenekan. Alors, oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Allô, salam alaikum. Vous m'entendez? Alors, je voudrais, pour ma part, en préambule, saluer sincèrement l'initiative de cette rencontre virtuelle, d'une part, mais également vous remercier pour l'invitation et l'attention que vous portez à la question, à savoir promouvoir l'économie sociale et solidaire en Mauritanie, pourquoi et comment faire, d'autre part. Alors, le plan de ma présentation s'articulera de la façon suivante. Nous allons survoler quelques définitions, des principes, ensuite, donc les principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ce modèle économique chez nous, c'est important. Et on va aussi voir l'économie sociale et solidaire pour une meilleure, justement, adéquation et compatibilité avec notre économie. Ensuite, allons conclure avec quelques pistes de recommandations. Alors, pour rappel, d'un point de vue théorique, l'économie sociale et solidaire, vous le savez si bien, une approche multidisciplinaire de l'économie qui tient compte de l'histoire, des institutions et des normes sociales, se distinguant ainsi des approches économiques dominantes
Donc, comme vous l'entendez ici, combine 3 termes, économique, social, mais également solidaire. Et quoi? Vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Alors, oui, voilà. Donc, économie, je disais tout à l'heure que le concept de l'économie solidaire englobait 3 termes, l'économie, le social, mais également le solidaire. Alors, l'économie renvoie à la production concrète des biens ou services. L'entreprise comme forme d'organisation contribuant à une augmentation, non seulement la création de la richesse, aussi à une augmentation nette de la richesse au sens collectif du terme. Vous avez aussi ce qu'on appelle le social, le deuxième qui fait référence à la rentabilité sociale. C'est évalué par la contribution au développement démocratique, par le soutien d'une citoyenneté active, par la promotion des valeurs et d'initiatives de prise en charge individuelle et collective. Elle contribue aussi également à l'amélioration de la qualité de vie, du bien-être de la population, notamment par l'offre d'un plus grand nombre d'emplois et de services. Le dernier terme, qui n'est pas le moindre, solidaire. La solidarité, comme vous le savez si bien, qui est une de nos valeurs, au même titre que l'équité et la justice sociale, ces 3 valeurs fondent ce qu'on appelle l'éthique collective d'une société. Elle est souvent confondue, comme vous le savez, avec l'altruisme, la compassion, la générosité, qui sont d'autres formes morales. L'économie sociale solidaire, de ce fait, est basée sur des valeurs humaines et des principes de solidarité qui préconisent la reconnaissance de l'autre comme fondement de l'action humaine et source de la rénovation de la politique, l'économie et la société. Il s'agit, entre autres, d'une économie locale, d'abord, collective, ensuite, responsable et citoyenne, respectueuse des personnes et des ressources, donc qui est plurielle et solidaire, créant de la valeur économique et sociale sur une zone géographique donnée. De ce fait, vous comprendrez ici aisément que l'économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d'échange et de consommation des biens ou de services qui sont mises en œuvre par des personnes, donc de privés, constituées sous la forme, comme vous le savez si bien, de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité, parfois, du code, bien entendu, des sociétés d'assurance ou de mutuelles relevant du code des assurances, des fondations ou associations qui sont régies par la loi. On a aussi ce qu'on appelle les sociétés commerciales. Au terme de leur statut, remplissent des conditions qui, bien entendu, suivantes, qui sont amenées à respecter les conditions fixées par les personnes morales. C'est des sociétés commerciales qui cherchent l'utilité sociale et pas seulement le profit comme vous le savez, au sens strict du terme. Elles appliquent également les principes simplement de la gestion de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, l'exemple que tout le monde connaît, qui est très illustratif dans le monde, c'est celui du Bangladesh. Nous avons Mohamed Yunus, qui est le fondateur de Grameen Bank, qui a développé au niveau capitalisme un concept de social business, comme on le dit, qui est susceptible de prendre 2 formes. Des entreprises qui cherchent tant à contribuer au bien-être social par la réduction de la pauvreté, donc soins médicaux pour les pauvres, justice sociale, développement durable, etc. Qu'à maximiser effectivement les profits et les dividendes distribués aux actionnaires, comme on a l'habitude de voir. Alors, les entreprises dont l'objectif aussi est la maximisation du profit, mais au bénéfice des pauvres. On maximise le profit, oui, mais c'est au bénéfice des pauvres. Pour une fois, la population cible, c'est 2 cas. Les pauvres sont bénéficiaires parce qu'ils ont accès aux nouveaux biens, aux services, et parce que leurs actions sont valorisées. Les principes, maintenant, on peut s'articuler plus jeune. Ici, nous avons cité 6 grands principes. L'économie sociale est basée sur le respect du bien-être social. Il veut dire que l'économie sociale solidaire définit, protège et développe l'unité sociale de ses activités,
De plus, cette économie écarte de toute organisation qui contribue à la violence, à la destruction, à diverses formes d'asservissement. C'est un point très important. Le deuxième point, donc, qui est aussi très important, c'est le respect de la démocratie et responsabilité. Tous sont égaux, une personne, une voix. L'argent ne fait pas le pouvoir au niveau de l'économie sociale et solidaire. Où le principe d'un homme, c'est le principe d'un homme vaut une voix. Cela signifie que les sociétaires, donc les coopérateurs ou membres sont égaux en dehors des droits, en favorisant, bien entendu, donc une structure horizontale. Donc, tout le monde au même pied d'égalité. Ensuite, le troisième point, c'est le respect de l'environnement. L'économie sociale et solidaire s'applique à l'économie et à la simplicité volontaire pour diminuer l'empreinte écologique et de ces activités et de promouvoir, donc, de les distribuer et de pouvoir effectivement de les distribuer. Non seulement on diminue l'empreinte écologique, mais aussi le pouvoir de les distribuer, redistribuer à nouveau. Alors, on a un autre point, c'est le respect du travail. Le travail dans le cadre de l'économie sociale et solidaire encourage une ambiance et des conditions de travail favorables à l'épanouissement des personnes. Il s'agit d'une veille à la transparence. Pour une fois, on parle de veille à la transparence, notamment de l'information, des finances, la rémunération, par exemple, des collaborateurs et publics. Par exemple, l'économie sociale et solidaire offre un emploi stable et ou même évolutif aux employés, ainsi que la valorisation des compétences et une facilitation de la formation continue. Le cinquième point, donc, porte sur l'utilité sociale, qui repose sur cette citation qui disait, donc un auteur disait, ni pour le profit, ni pour la charité, mais pour le service. Ça veut dire quoi? C'est l'un des piliers de l'économie sociale et solidaire, et de montrer qu'on peut développer une activité économique à la fois rentable, mais également socialement utile. Des excédents, oui, mais au service du projet, donc au service de la coopération, au service de l'association. La recherche du profit n'est pas un but en soi, encore une fois. L'homme prime sur le capital. Il s'agit ici de partager équitablement les profits entre les salariés, les actionnaires donc de l'entreprise. Alors, la solidarité, donc, qui fait une suite donc, à cette utilité sociale, et la bonne gouvernance, qui constitue également une autre valeur indissociable de l'économie sociale et solidaire. Et la solidarité donc, globale des parties prenantes et la bonne gouvernance, le sentiment d'appartenance à une communauté et le partage de responsabilités et d'intérêts génèrent une solidarité au cœur des activités et constitue presque une finalité première chez tous les acteurs. Alors, pourquoi maintenant ce modèle de l'économie sociale et solidaire dont on parle beaucoup en ce moment? Alors, le contexte de notre pays actuel est caractérisé par un taux de croissance faible au vu des contextes, mais également un taux d'inflation quasi pas stable et un taux de chômage national qui tournerait autour, selon les statistiques donc de 2015, qui ne sont pas encore mises à jour à notre connaissance, qui tournerait autour de 15%. Les effets économiques, bien entendu, de la COVID ont aggravé les disparités régionales ainsi que les vulnérabilités sociales. En outre, l'emploi informel, comme vous le savez aussi, c'est bien, représente en Mauritanie, selon les statistiques qui sont mises à notre disposition, plus de 70% de l'emploi non agricole, aussi bien pour les jeunes instruits, c'est-à-dire éduqués, pour ceux qui ne sont pas éduqués, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le système de cursus scolaire et ceux qui n'en ont pas du tout. Le travail dans ce secteur n'offre, bien entendu, dans le secteur informel, comme vous le savez, n'offre aucune garantie de sécurité. Il est sous-payé, oui, parfois non rémunéré, parfois sous-rémunéré, ces droits sociaux, sans profil de carrière, le chômage est plus sévère aussi chez les femmes que chez les hommes. Il touche, selon les statistiques et observations, 2 fois plus les hommes, les femmes diplômées dans l'enseignement supérieur que les hommes, par exemple. Et comme vous le savez aussi, vous avez pu le pouvoir et le comprendre, l'État
est dans l'incapacité de répondre à toutes les demandes d'emploi, en raison, entre autres, non seulement de la rareté des ressources, mais aussi d'autres difficultés dont vous n'ignorez pas. Alors, le secteur privé, chez nous, est peu dynamique, encore une fois, et contribue pour une part limitée des activités économiques. On a aussi un entrepreneuriat faible avec un taux d'investissement privé qui reste encore marginal et une prédominance des entreprises individuelles peu dynamiques qui engendre, bien entendu, une faible croissance de la productivité, donc une faible compétitivité. Dans ce contexte, ces défis demandent des réponses innovantes qui pourraient émaner des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour deux principales missions, qui sont l'inclusion sociale par la création de richesses et d'emplois, mais également par la cohésion sociale et la solidarité. L'économie sociale et solidaire possède en Mauritanie, comme vous le savez, une histoire très ancienne. Cette économie a des racines profondes dans nos régions, où les pratiques préexistent au cadre réglementaire et où, d'ailleurs, vous savez, nous avons une culture de solidarité, d'entraide et de travail collectif qui a toujours fait partie des traditions et des pratiques de nos populations locales. Alors maintenant, l'économie sociale et solidaire en Mauritanie se heurte malheureusement à de nombreux défis, tels que l'absence tout d'abord d'un cadre juridique réglementaire. Les secteurs pour concevoir et implémenter un cadre réglementaire qui définit l'entreprise sociale et reconnaît les composantes de l'économie sociale et solidaire. Dans un contexte de chômage élevé, l'entreprise sociale génère des revenus et de l'emploi, tout en ciblant les problèmes sociaux et environnementaux urgents. Il conviendra de mettre en place une stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire avec des indicateurs de mesure du retour social et financier de l'entreprise sociale. Ça va de soi. Quand on investit dans une entreprise classique, on attend un retour économique. Ici, on attend non seulement un retour économique, financier, mais également on attend un retour social. Le cadre légal et fiscal spécifique aux entreprises sociales et autres composantes de l'économie sociale et solidaire, qui prendra en compte le rôle hybride, n'oubliez pas, le rôle de l'économie sociale et solidaire est hybride. C'est un rôle à la fois social, mais également économique. Du secteur qui joue un rôle complémentaire au service public, tout en générant des revenus. Il est préférable d'instituer une composante de suivi composée des représentants non seulement de l'économie sociale et solidaire, des pouvoirs publics, mais également du privé. Cette composante aurait pour mission de suivre l'évolution de ce nouveau secteur d'activité et de proposer donc, ce faisant, des adaptations et actions à entreprendre. Maintenant aussi, il faut mettre en œuvre un plan d'éducation et de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire par la formation professionnelle, mais aussi dans l'enseignement supérieur, et améliorer ainsi la capacité de formation et aussi de recherche, pourquoi pas, liée à l'économie inclusive à l'entreprise sociale et à la responsabilité sociale et éthique de l'entreprise. Il faut aussi encourager la mise en place d'incubateurs sociaux. Jusqu'à là, on ne parle pas d'incubateurs sociaux. Et de services dédiés au support de l'entreprise sociale, particulièrement dans les zones défavorisées. Le lieu peut devenir une plateforme de rencontres et d'échanges. Il faut aussi définir la distinction des investissements à impact social, bien entendu, et de celles qui sont classiques, et de les favoriser par des avantages fiscaux pour encourager le financement des entreprises sociales. Il faut favoriser l'accès des produits de l'économie sociale au marché en multipliant les canaux de distribution, de commercialisation des produits de l'économie sociale et solidaire, par l'organisation, par exemple, des salons, des marchés itinérants, l'encouragement du commerce équitable, le renforcement, bien entendu, et organisation des acteurs. Il faut mettre en place, entre autres aussi, un dispositif d'accompagnement et d'encadrement, par un accompagnement non seulement prêt, parce qu'on a l'habitude de mettre sur la préparation
et oublier la post-création, qui est aussi une phase délicate, mais aussi faire les deux, c'est-à-dire accompagnement pré-création, mais aussi accompagnement post-création. Il faut aussi mettre en place un environnement favorable au développement des initiatives de l'économie sociale solidaire, améliorer le cadre juridique des coopératives en place d'un cadre juridique attractif, de mettre en place un institutionnel efficace, de développer des outils de financement par la création, par exemple, des outils de capitalisation et de financement adaptés. Il faut favoriser l'émergence des initiatives de l'économie sociale et solidaire, non seulement au niveau national, mais également au niveau régional, en menant, par exemple, des diagnostics non seulement nationaux, mais également régionaux, qui seront participatifs par l'élaboration des cartes de potentialité. Ainsi, en élaborant des plans d'action régionaux, nationaux, intégrés. Alors, il faut aussi, à mon avis, vulgariser et promouvoir les pratiques et les valeurs de cette économie par le développement d'une communication. Mais cette fois-ci, c'est une communication institutionnelle qui doit émaner, bien entendu, des pouvoirs publics. Développer de la coopération dans le domaine de l'économie sociale et solidaire par le développement de partenariats au national et également international. Définir un cadre légal efficace pour réglementer et encourager la responsabilité sociale des entreprises. Ce sont ce qu'on appelle les RSE. Cette approche permettra de diminuer la destruction de manière irréversible donc des ressources naturelles, la surexploitation de ces ressources, bien entendu, ou l'exclusion d'une partie de la population des fruits de ce développement. Alors, mettre en œuvre aussi un renforcement de la législation de la microfinance, qui est aussi très important pour accompagner, bien entendu, l'économie sociale et solidaire, de manière à favoriser son développement. Donc, le renforcement de cette législation devra notamment avoir pour objectif de développer la concurrence et l'innovation, c'est-à-dire tirer le taux d'intérêt vers le bas et améliorer donc l'accès des crédits aux crédits et autres services financiers pour les citoyens qui ont des revenus mesurés, qui n'ont presque pas de revenus. L'objectif de base de l'économie sociale et solidaire est de recréer, encore une fois, comme on l'avait dit, un lien social dans les échanges économiques pour remplacer l'être humain au cœur des préoccupations de l'économie. Il s'agit ici, encore une fois, de recréer un lien social dans les échanges marchands en introduisant notamment les rapports de réciprocité entre les individus et d'agir pour le développement local dans une logique de proximité entre les individus, les organisations privées et les organismes publics. Alors, pour conclure maintenant, le modèle de développement économique autrefois basé sur le seul but d'augmenter la croissance économique, comme vous le savez, donc le profit, a eu des répercussions négatives sur l'environnement et bien entendu sur l'état social des humains. Dorénavant, chaque modèle de développement doit prendre en considération la nécessité d'utiliser la croissance économique pour le bien-être de la société. Ne laissez personne de côté, encore une fois, afin de réduire les inégalités, ainsi que la pauvreté sera l'objectif qui revient en fait à rechercher dans l'atteinte d'une croissance inclusive. Ça, c'est un problème majeur. L'économie sociale et solidaire contribue, encore une fois, à la promotion de l'emploi par la création de projets générateurs de revenus, l'insertion de jeunes diplômés dans le marché du travail. L'économie sociale et solidaire permet aussi de diminuer les inégalités hommes et femmes, là encore très important, du travail par différents moyens, à savoir la création des coopératives féminines. Elle est donc comme recelant des gisements d'activité est donc énorme. Sur ce, je vous remercie. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention.
Allô? Allô? Oui, J'espère que j'ai été entendu, que la connexion ne s'est pas coupée. L'économie sociale et solidaire, en présentant les étapes à suivre pour promouvoir l'économie sociale et solidaire et les perspectives qui en génèrent en promouvant en tirant les discussions publiques sur ce sujet qui est aussi intéressant. Certes, il y a des questions, mais nous donnons la parole à notre deuxième intervenant, puis nous conclusons après par des questions de la part des participants pour enrichir un peu la discussion. Donc, à vous la parole, Monsieur Sidi. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Bon, d'abord, merci au réseau effectivement des jeunes scientifiques mauritaniens. Je pense que c'est une bonne initiative. Et comme l'a dit le ministre, effectivement, provenant des jeunes, ça dénote effectivement d'une bonne vision par rapport au contexte actuel et un intérêt, un nouvel esprit aussi d'entrepreneuriat qui est intéressant en tout cas pour la Mauritanie ou pour les pays en difficulté en général. Donc, je pense que Néné a bien balayé. Merci aussi à Néné pour son introduction effectivement intéressante. Elle a bien balayé beaucoup de concepts. Donc, moi, je vais être peut-être plus bref et aller sur des cas pratiques pour compléter ce qu'elle a dit. En tout cas, pour le matérialiser un peu sur certains domaines où je suis. D'ailleurs, je peux aussi parler en arabe si c'est nécessaire. Je ne sais pas si tout le public est francophone, mais s'il faut mélanger avec l'arabe ou le hassaniya, je peux le faire. Je parle au modérateur parce que faut pas que لا يعود وحدين شكون يتكلم بالفرنسي. Mais le public. Après, je peux faire le français, mais après revenir sur une synthèse du hassaniya. Oui, sur des récaps en arabe. Il y aura sûrement des autres webinaires بالعربية, donc ça sera aussi l'occasion. Ok, donc je me dis français, donc il n'y a pas de problème sur ça. Ok. Donc il y avait à répondre à deux questions. Pourquoi l'économie sociale solidaire et comment la faire ou comment faire sa promotion aussi au niveau de la Mauritanie. Je ne vais pas revenir sur elle a bien introduit tous les concepts et les définitions, même si parfois effectivement il y a des compréhensions différentes. Mais globalement, on est d'accord sur cette approche où on ne cherche pas que la rentabilité, mais on cherche l'impact social tout en étant rentable. Et donc, c'est une économie qui permet effectivement de ne pas, comme d'habitude, réfléchir qu'à la rentabilité des entreprises en faisant fi de l'environnement, du social et de tout ce qui va autour. Je voulais revenir sur le contexte mauritanien. Effectivement, il y avait, dans le contexte de l'entrepreneuriat mauritanien ou de l'économie, on peut dire qu'il y avait deux extrêmes. Et d'ailleurs, ça continue parce que l'économie sociale et solidaire reste minoritaire. Des entreprises effectivement portées par des commerçants ou des individus qui cherchent à maximiser le profit et souvent aussi bien sur des fonds publics que sur des commerces et autres et qui avaient un seul objectif d'accumuler un maximum de richesses au niveau de cet entrepreneuriat. Et de l'autre côté, on peut dire une économie très informelle soutenue par certains partenaires aussi, en disant coopérative, AGR, et qui souvent n'était pas rentable et qui avait plutôt un objectif purement social, ou qui s'apparentait presque à la distribution d'argent à des gens. On soutient les pauvres, et les pauvres, on leur donne, on leur équipe d'activités, jardin maraîcher, coopérative, artisanat, appui par-ci, par-là. Et ces deux extrêmes, effectivement, on voit que ni l'un ni l'autre n'est durable. Il y en a un, effectivement, qui est trop orienté vers le profit, et l'autre aussi n'est pas économique, il est social. Et je crois que c'est là où il y a l'intérêt de ce qu'on peut appeler... moi, je préfère franchement le business social. Je trouve que c'est plus clair et ça fait partie de... On dit business social, l'économie sociale et solidaire. C'est qu'on peut faire des business, on peut faire de l'entrepreneuriat en conciliant la rentabilité et l'impact et l'implication des citoyens et quelque chose qui a une utilité pour tout le monde. Donc,
et la position médiane de l'économie sociale et solidaire et du business social est un élément intéressant, où l'entrepreneur n'est pas là seulement pour créer des profits, mais pour revenir sur ce qu'il peut faire. Et du coup, ça tend à, je dirais, sortir l'informel ou le social vers de l'économie, parce qu'on a longtemps, et c'est un reproche qu'on fait, on a longtemps mis beaucoup d'argent dans l'économie informelle sans chercher à ce qu'elle soit rentable et qu'elle soit un vrai business. Et donc, l'économie sociale solidaire est un vrai business qui permet de la rentabilité. On a aussi laissé, ou en tout cas beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas été très regardants sur l'impact, il faut qu'ils soient très regardants sur l'impact. Et c'est ce juste milieu qui me semble très intéressant comme approche et qui aujourd'hui commence à se développer en Mauritanie. Et donc, quand on regarde des axes où c'est très complémentaire avec les services publics, si je prends, on reviendra à ces exemples plus tard, les secteurs des services publics comme l'eau, l'énergie, les déchets, l'environnement, l'habitat social, il y a des choses lesquelles le gouvernement est en train de travailler et les entreprises privées de ce type de business peuvent l'aider à compléter son action et à être plus opérationnel, parce que c'est pas le rôle de l'État aussi de dire je vais faire tout, parce que ça fait aussi créer des grosses boîtes publiques qui souvent sont des gouffres financiers pour l'État, alors que des petites entreprises peuvent faire ce business social et être plus efficaces que ce que fait l'État par rapport à ça. Donc la notion d'impact est essentielle dans ce business social, qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'on a comme impact sur le citoyen et qu'est-ce qu'on a comme impact sur l'environnement. Et c'est le premier motif un peu de l'entrepreneur de dire j'ai créé une entreprise qui est rentable, mais je cherche de l'impact. Et je ne regarde pas seulement la rentabilité. Donc ça, c'est un élément essentiellement. Le citoyen au centre de ce qui se fait, où l'entrepreneur se sent responsable du social, bon, ce qu'elle a appelé la RSE, qui est très bien, se sent responsable du social et de l'environnement. Que ce qu'il fait pour les citoyens, qu'est-ce qu'il a comme impact sur les sociétés, c'est sa responsabilité et qu'il les met en avant. Et qu'il regarde ça dès le départ. Et que, aussi bien du point de vue budget, du point de vue charge, du point de vue fonctionnement, en interne, en externe, il met au centre l'être humain, le citoyen, l'environnement, parce que c'est ça qui est intéressant. Imaginez-vous que quelqu'un l'a dit, on accumule tellement de richesses et qu'il n'y ait plus de citoyens. Elles ne servent à rien en réalité, ces richesses-là. Les richesses ne servent que si elles sont utiles aux citoyens. Mais si on accumule si les banques, on a des milliards de dollars, on a de l'or partout, on a des diamants partout, mais que les citoyens n'ont pas ça, ça ne sert à rien du tout. Ce qui fait d'ailleurs, ce qui est très intéressant, que des personnalités très riches au niveau mondial ont compris que ça ne sert à rien d'accumuler de la richesse, mais qu'il fallait faire du business social parce que ça a un impact sur tout le monde. Et c'est la tendance. Tous ceux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui se disent c'est inutile que j'accumule de l'argent parce que non seulement ça ne m'apporte rien, parce que finalement l'être humain ne va prendre qu'un minimum de choses, manger ou habiter ou un peu de confort, mais tout le reste, il n'en a pas besoin. Et qui donc retombe dans l'appui au business social ou dans les dons, ce qui est une autre possibilité de dire je distribue, mais ça a un impact négatif, la distribution. Il vaut mieux beaucoup plus soutenir du business social que de distribuer. Et donc, ça remet en cause aussi toute la question de l'humanitaire, du don, parce qu'il habitue les gens à recevoir. Et du coup, ce n'est pas intéressant. On peut soutenir des communautés à faire du business pour qu'elles soient plus autonomes et plus socialement solidaires entre elles et qu'elles s'autosuffisent que de dire on va leur donner tout le temps les moyens parce que ça ne sert à rien du tout. Ce n'est pas durable par rapport à ça. Donc, la responsabilité est importante, les citoyens et l'impact par rapport à ça. Tout ça fait que c'est un nouveau modèle d'entrepreneur. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on crée un nouvel esprit. Et c'est pourquoi au début, j'ai dit que c'était très bien que ça soit les jeunes du réseau scientifique qui développent et qui mettent en avant ce genre de solutions, parce que ça veut dire qu'il y a une compréhension, il y a un nouvel engagement sur de nouveaux types d'entrepreneurs, de nouveaux types d'entreprises. Et je pense que c'est ça le début de la compréhension et de l'approche pour aller vers ça. Voilà, ça c'était un peu le pourquoi ou le contexte. Le comment, effectivement, le rôle de l'État est déterminant.
le nouvel esprit de l'entrepreneur est déterminant. Les mesures incitatives, comme elle a bien dit, sont essentielles. Mais je vais m'atteler sur quelques exemples concrets pour qu'on sache. Je vais prendre 3 exemples sur lesquels je travaille et que je connais bien. Si on prend par exemple tout ce qui est accès à l'eau, à l'énergie, et j'y ajouterai même la gestion des déchets. C'est des domaines sur lesquels l'État est positionné. C'est vrai, il a du mal à le faire parce que c'est lourd, parce que c'est national, parce qu'on est un pays vaste, parce que c'est complexe. Il y a de la place pour les entreprises. Mais quel type d'entreprise? C'est clair que c'est pas l'erreur qui a été faite à un moment. Ce n'est pas des multinationales ou des grosses boîtes qui veulent faire du profit avec des milliards. Parce que si on commence à faire ça, on fait l'inverse. On permet à des privés qui veulent faire des grands profits, et ça a été fait dans certains pays malheureusement africains, de dire vous allez avoir un marché, c'est l'accès à l'eau, à l'énergie, vous allez faire les tarifs, même s'ils sont régulés, mais qui au final vont être insupportables pour les populations parce que les coûts sont élevés, parce que les profits sont élevés. Donc là, il y a de la place pour des PME à échelle locale, multiples, et qui offrent ce service et qui ne sont pas en train de chercher que le profit. Il faut qu'elles soient équilibrées, qu'elles soient rentables. Mais elles ont un premier objectif de faire d'accéder les populations à ces services avec des coûts raisonnables. Et elles sont souvent effectivement sous régulation publique. C'est-à-dire qu'elles travaillent avec l'État pour réguler les services, pour savoir quel est le tarif de l'eau, quel est le tarif d'électricité, comment toucher toutes les zones. Et l'État peut même subventionner. Mais il va subventionner pour que le citoyen final ait un prix moindre. Parce qu'effectivement, si c'est élevé, c'est l'État qui met l'argent pour baisser les prix de l'eau, de l'électricité pour que ça marche là-dessus. Là, il y a de la place pour un nouveau type d'entreprises qui sont engagées et qui veulent effectivement que le citoyen ait accès à l'énergie et qui acceptent de travailler à des petites marges et sur du long terme et s'organiser pour cela, pour que les services ne s'arrêtent pas. Et pour ne pas, et pas là pour tricher avec l'État et les citoyens pour dire je me fais payer sur ça, mais je n'offre pas les services parce que c'est l'État qui paye, parce qu'au final, c'est le citoyen qui va payer. Là, c'est un peu le modèle qu'on définit dans le cadre de CDS. Et effectivement, la première chose qu'on mesure au niveau de ces indicateurs avec nos partenaires financiers, parce qu'il faut aussi de l'argent pour financer ça. Et heureusement, parce que maintenant, il y a un esprit mondial qui va vers ce genre de financement où il y a l'impact. De dire, on fait du business, mais on a de l'impact. C'est quel impact ça a? Combien de populations a accès à l'énergie? À quel coût? Si on utilise effectivement des énergies propres, comme c'est notre cas, c'est plus intéressant d'utiliser du solaire que d'utiliser du thermique, parce que là aussi, on respecte l'environnement. Donc, plus on a de l'impact et plus on a des démarches soutenables, durables, plus on peut aujourd'hui avoir accès à des financements mondiaux. On ne parle pas de la Mauritanie, là, c'est plutôt au niveau mondial. C'est une bonne chose. Et c'est là où nos pays sont encore en retard. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun mécanisme qui encourage ça dans la Mauritanie. Bon, Néné en a parlé, mais j'insiste là-dessus. Et du coup, il faut des mécanismes financiers, fiscaux pour inciter dans cette démarche-là. Si on prend la même entreprise qui fait du social à petite marge, compliqué, pour aider les populations dans l'accès à l'énergie, on lui impose la même fiscalité que quelqu'un qui vend les cigarettes ou qui fait du négoce. C'est des matières non essentielles, ça veut dire que les choses ne vont pas tourner de la même façon. Il faut donner la particularité au business social, le soutenir financièrement et fiscalement, de réduire les fiscalités pour ça. Et c'est pourquoi on met la TVA, et c'est des notions que beaucoup de gens malheureusement ne comprennent pas, mais elles sont essentielles dans le développement de l'économie. Le fait de baisser la TVA, de baisser les impôts sur des entreprises de tel type permet de les encourager à ce qu'elles soient plus rentables. Si par contre on les frappe avec les impôts, on les frappe avec les charges fiscales, elles vont être effectivement trop chères parce qu'elles ont un service social. Je prends un deuxième exemple. Tout ce qui est développement, bon, le premier, il est vraiment public et citoyen, et il y a de la place pour beaucoup d'entreprises, et je pense que beaucoup de jeunes peuvent s'entrer dans ça. Le deuxième, agriculture et élevage. Nous avons une économie très informelle, elle en a parlé aussi, qui était même presque délaissée en disant c'est dit social, c'est familial, c'est juste la nourriture familiale. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est des vraies entreprises. Et du coup, on peut ici transformer un secteur
qui était informel, qui était non géré comme entreprise. Il n'était pas géré comme business. Il était géré comme alimentation, complément. C'est une vraie économie, comme elle a dit historiquement, c'est l'économie de la Mauritanie, l'agriculture et l'élevage. Nos parents ont vécu que de ça. Mais ça a été abandonné en disant, on va faire des entreprises modernes. Mais en réalité, on peut le transformer parce que c'est du business social, que ce soit des fermes, que ce soit des terrains agricoles, que ce soit de la transformation des produits élevage, peuvent être développés en business qui a un objectif d'autosuffisance alimentaire, qui a un objectif de création d'emplois, qui a un objectif même parfois de patrimoine local par rapport à certaines activités, et du coup, et qui permet de l'emploi tout en développant nos secteurs qui étaient très informels et désorganisés. Et ça, il y a de la place aussi pour beaucoup d'entreprises, et c'est l'une des choses que nous essayons de développer à travers un accélérateur qui s'appelle Intage Group, qui essaye d'identifier ces entreprises qui démarrent et de les financer, de les soutenir pour aller plus loin dans cette démarche qui est difficile, pour les accompagner. Et là aussi, c'est intéressant d'accompagner les business sociaux parce qu'il est plus difficile que le business et parce que les porteurs, en général, ce pas des gens qui ont de gros moyens et c'est des secteurs où la rentabilité n'est pas aussi automatique et parfois demande l'investissement aussi en équipement. Le dernier, sur lequel je parle un peu, l'habitat social. L'habitat social, les matériaux locaux, ça c'est un domaine vaste aussi sur lequel il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en créant effectivement une économie locale qui permet de répondre à un besoin social. Et donc là aussi, le privé a un rôle, mais avec une vision sociale. Bien sûr, quand je parle d'habitat social, pour les plus pauvres, parce que la promotion immobilière pour les riches, elle marche. Mais l'habitat social, aujourd'hui, on a un gros besoin d'habitat social. S'il y a de la place pour des entrepreneurs en lien avec l'État, en innovant, en utilisant des choses moins chères pour créer des conditions d'habitat social auxquelles les pauvres peuvent accéder. Mais c'est un esprit totalement différent où le risque est plus élevé, les marges sont plus faibles. Il y a de l'innovation en utilisant des matériaux locaux, en utilisant des coûts bas, parce que c'est ça qui est en respectant l'environnement aussi. Dans l'habitat social, il y a énormément de possibilités entre le privé, business social et l'État pour développer ça. Voilà, ça c'est quelques exemples et c'est lesquels effectivement aujourd'hui nous sommes en train de travailler. On peut pour ceux qui sont intéressés partager avec plus la démarche. Et c'est le même esprit, créer des business répondant au social, permettant de créer de l'emploi, respectant l'environnement et créer de la solidarité avec nos populations et nos citoyens, surtout les plus démunis et les plus pauvres. Parce que si on crée des sociétés à multi-étages, effectivement, les étages en bas vont partir et ils risquent de ramener tout le monde en bas. Donc voilà, maintenant, juste deux recommandations, je répète, vis-à-vis de l'État, effectivement, des mécanismes et des partenaires d'ailleurs au développement, des mécanismes plus ciblant le business social et qui sont essentiellement le financement. C'est un levier essentiel, financer des lignes de crédit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds d'impact au niveau mondial et qui sont destinés essentiellement à ce genre de choses. C'est-à-dire, nous finançons l'activité rentable, mais qui a un impact social. Mais nos États, malheureusement, nos banques n'ont pas encore ça. Ou nos États essentiellement, parce que même les banques, elles peuvent avoir ça. Deuxièmement, la fiscalité. Développer une fiscalité adaptée et normalement baisser tout ce qui est impôt pour des entreprises de ce genre par rapport à ça. Et troisièmement, l'appui, la promotion, l'appui, les organismes d'appui à ce genre d'organismes, que ça soit aidé par l'incubation, par les accélérateurs, par la formation, et ainsi de suite, à des entreprises, l'accompagnement des entreprises dans ce domaine pour qu'elles puissent aller et de se développer. Voilà, je ne vais pas être trop long, mais je pense que j'ai donné l'essentiel des idées. Je peux détailler au besoin des questions, des exemples des entreprises que j'ai avancées, mais j'espère que ça a permis à tout le monde de comprendre des cas précis sur ça. Je vous remercie. Donc, merci pour la clarté et la pertinence de l'intervention, M. Sidi Khalifou. Aussi, merci Némékan pour les informations que vous avez partagées avec nous. Donc, effectivement, si je peux résumer, il y a plusieurs questions, souvent ils ont de l'ambiguïté entre l'économie sociale ou l'entreprise sociale ou l'entreprise classique.
résumer selon l'intervention de nos intervenants, une entreprise sociale, une entreprise qui veille à l'économie sociale et solidaire, c'est une entreprise qui a 3 piliers. Donc, bien sûr, mettre en cœur la personne. Donc, l'être humain, c'est dans son cœur. Donc, l'être humain est l'élément clé. Donc, servir l'être humain, veiller à l'environnement et aux questions de l'environnement, mais aussi générer des revenus. Et ça, c'est une équation qui est très complexe en fait, parce que faire l'équilibre entre c'est ce qui génère, c'est ce qui donne que le modèle d'une entreprise sociale qui est un peu complexe par rapport aux autres, parce que les éléments ou c'est-à-dire les paramètres sur lesquels nous devons veiller sont plus, et surtout l'aspect social et l'aspect humain est toujours sollicité. Donc, si on peut, c'est-à-dire nous, en tant que communauté musulmane et tout, donc les communautés mauritaniennes, c'est connu par l'entraide entre c'est-à-dire les différents tissus sociaux et tout. Donc, comment on peut sortir, c'est-à-dire, parce que derrière l'entraide, on s'entend qu'il y a de la sociale et qu'il y a de la solidarité. Et d'ailleurs, il existait auparavant, c'est-à-dire même dans nos jours, des tontines et des coopératives des femmes. Ce sont des modèles des entreprises ou des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, comme dans un cadre où nous voulons faire du plaidoyer autour de l'économie sociale et solidaire ou autour de l'entreprise sociale comme M. Sidi Khalif veut conduire. Donc, comment on peut, c'est-à-dire, c'est basé sur l'historique que nous avons en termes de démarche sociale et en termes d'entraide, les modèles de tontines, les modèles de coopératives, les modèles coopératifs des agricultures, coopératives donc dans les différents secteurs, surtout la pêche et l'agriculture, pour développer un modèle qui est contextualisé avec notre contexte, qui prend c'est-à-dire en compte la réalité socio-culturelle dans notre contexte ici, afin de développer un modèle qui peut vraiment baisser le taux qui est très, très élevé. Vous prononcez tout de suite 70 et quelques. Le ministre, dans son intervention, disait qu'il y a environ 89% de notre secteur, c'est des secteurs informels. Donc, nous devons totalement changer l'approche, parce qu'avec ces pourcentages-là, et depuis la création, c'est-à-dire depuis, il y avait plusieurs tentatives pour subventionner ou pour donner, c'est-à-dire de l'aide avec un règlement statut, avec les statuts qui existent actuels, qui n'est pas du tout évident. Donc, pour résumer, comment on peut, c'est-à-dire s'appuyer sur le contexte socio-culturel que nous avons dans les domaines social et solidaire pour développer un modèle propre à nous. D'une part, d'autre part, quel est en fait les statuts les mieux adéquats pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat social avec les statuts qui existent actuellement en Mauritanie. Merci. Excusez-moi, j'avais mis le mute, effectivement. Alors, moi, je voudrais, avant de continuer, féliciter donc mon frère Sidi pour la clarté de sa présentation. Il est évident que maintenant que l'économie, il est admis par tout le monde d'ailleurs, que l'économie sociale et solidaire constitue un levier de promotion d'emploi. Ça, c'est au-delà même des théories, au-delà même des slogans, dans le but de réaliser une croissance inclusive. Pourquoi? Parce que quand on crée une entreprise, l'objectif premier, effectivement, de créer une entreprise vise le profit. Ici, la démarche est quasiment la même, mais ici, on met juste l'être humain, bien entendu, de cette organisation. Alors, dans cette croissance, dans cette alors, il faut, entre autres, comme je l'ai dit,
encore une fois, la collaboration de tous les acteurs. Il faut beaucoup, il faut plus que, bien entendu, un slogan. Il faut que tout le monde, toutes les parties prenantes s'y mettent, les acteurs. Donc, quand je dis des parties prenantes, c'est dans le secteur public, dans le secteur privé. Donc, les parties prenantes, c'est-à-dire ceux qui sont dans les associations, dans les coopératives, etc., est indispensable pour faire face aux défis dans notre pays. Il faut que les autres appuient, que le gouvernement appuie, que le secteur privé appuie le développement de ces coopératives et donc de cette tendance inclusive. En plus, vu le contexte aujourd'hui de la mondialisation de nos jours, il est de plus en plus nécessaire de développer l'esprit d'entreprendre. Avant les coopératives, l'accent effectivement sur, comme on a dit, la dimension sociale, la dimension environnementale et peu sur la dimension. Maintenant, composé avec les trois paramètres. C'est-à-dire que face à la mondialisation, il va falloir développer davantage ce qu'on appelle l'esprit d'entreprendre, même pour les acteurs de l'économie sociale. C'est-à-dire qu'il faut justement faire des formations, développer chez eux ce qu'on appelle, ce que nous, on dit communément, l'esprit d'entrepreneuriat ou l'esprit d'entreprise. Mais cette fois-ci, on va parler d'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire simplement comment ils doivent mieux entreprendre pour mieux, effectivement, tirer du profit dans leur jeu économique, à travers, bien entendu, cette social et solidaire. D'où la nécessité de développer le secteur d'entrepreneuriat social et solidaire en Mauritanie. Pour moi, il faut aller vers l'entrepreneuriat social et solidaire. Entrepreneuriat, oui. Profit, oui. Mais social, encore. Solidarité, oui. Davantage. Je pense avoir répondu à votre question. Merci. Sidi Khalif, on sait que le statut le mieux adapté pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat social parmi les statuts qui sont disponibles actuellement en Mauritanie. Moi, je ne crois pas que c'est une question de statut. C'est vrai, plutôt c'est un esprit parce qu'on peut être un SA et être business social, comme on peut être un GIE, une coopérative ou une union et être du business social, en fait. C'est plutôt l'esprit de l'entrepreneur et du groupe qui porte l'entreprise, ou ses administrateurs ou ses investisseurs qui donnent ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de GIE, coopérative, on est plus identifié comme business social que quand on est une société anonyme. En disant société anonyme, c'est déjà des profits. Bon, beaucoup de gens parlent de GIE, de coopérative. Mais moi, je n'ai pas de problème sur ça. En tout cas, parce qu'on voit des grosses sociétés qui font du business social, qui sont des unions coopératives, et on voit aussi des SA par rapport à ça. Si j'ai bien compris la question. Oui. Donc, l'une des questions parlant des jeunes qui nous suivent, donc selon votre expérience, comment faire face aux impôts, absence de fiscalité spécifique aux entreprises sociales, pour assurer un profil durable avec un impact social, bien sûr. Bon, les impôts, c'est vrai que c'est des lois de finances, donc quand elles sont là, on est obligé de les suivre. La démarche, c'est plutôt de pousser et de faire du plaidoyer, justement, ceux qui portent l'économie sociale et solidaire, et c'est bien qu'il y ait des débats comme ça, doivent faire du plaidoyer auprès du gouvernement pour dire, faisons un régime fiscal adapté à l'économie sociale et solidaire. À l'époque, quand on a voulu faire rentrer les nouvelles technologies, on a exonéré les équipements informatiques pour développer ça. L'agriculture est actuellement un peu exonérée, mais on peut dire, comme l'a dit Néné, un statut particulier pour les business social et qui lui permet d'être exonéré. Ça, si ça passe au niveau de la loi des finances et que c'est adopté, ça permet d'avoir des impôts plus allégés. Mais tant qu'il n'y a pas ça, la loi, c'est la loi, elle est applicable à tout le monde. Donc, il faut passer par les lois pour changer ça. Et ça passe par le plaidoyer. Et ça passe par ce que vous êtes en train de faire, d'avoir des associations, des groupes, des réseaux qui revendiquent et qui proposent au gouvernement. Nous voulons faire, et ceux qui sont dans les business sociaux, nous sommes là et nous voulons tel changement. Nous voulons qu'il y ait un changement au niveau des textes pour que ça soit plus rentable. Mais il est clair aujourd'hui que le régime fiscal n'est pas favorable à l'économie sociale et solidaire parce qu'on est taxé de la même façon. Nous qui sommes distributeurs d'eau,
en dehors de la TVA, c'est vrai que c'est l'eau, particulièrement, par exemple, c'est l'eau pour les petites factures, elle est exonérée de TVA. Ça, c'est bien pour les citoyens, final. Mais nous, en tant qu'entreprise, on est un peu comme les autres. Au niveau du BIC, au niveau de l'IMF, au niveau de tous les taxes, toutes les taxes. Ce qui fait qu'au final, ça réduit nos marges. Parce que et du coup, si c'était exonéré, non seulement l'eau pouvait être moins chère, mais nous, on allait être aussi plus durable. Ou en tout cas, des entreprises plus petites que nous pouvaient aussi être plus durables. Ouais. Et en ce qui est des secteurs qui sont les plus favorables pour l'entrepreneuriat social en Mauritanie, qui favorisent plus en fait d'entreprendre avec un statut social qu'entreprendre avec un statut classique. Non, ce que j'ai dit, par exemple, j'ai donné les 3 exemples qui me semblaient des secteurs où il y a ce qu'on peut appeler des niches d'économie sociale et solidaire. Tout ce qui est service public lié à l'eau, l'électricité, les déchets. Ça, il y a vraiment beaucoup de niches encore possibles pour l'économie sociale et solidaire parce que c'est des partenariats avec le gouvernement pour faire des services publics tout en étant privé. Et il y en a, par exemple, dans les services publics, il y en a dans l'eau, dans l'électricité, il y a beaucoup de choses là-dessus. La collecte des déchets, c'est un service public qui n'est pas très rentable, mais qui peut être rentabilisé par rapport à ça. Après, j'ai donné l'exemple de tout ce qui est agriculture et élevage, qui c'est une économie informelle qui peut être formalisée sous forme de business social aussi. Donc, la transformation de l'informel vers le formel peut bien passer par des business sociaux. Bon, c'est ce que un modèle d'une entreprise sociale. Voilà, vers un modèle d'une entreprise sociale qui a un impact sur un territoire. Vous venez dans un territoire, il y a l'élevage est en train de disparaître, l'agriculture est en train de disparaître. Si des jeunes s'investissent et mettent des fermes comme entreprise et créent de la richesse locale, créent de l'emploi, créent des revenus pour les gens, fixent les gens, ça c'est tout un modèle social qui est là et ils se créent leur emploi eux-mêmes, mais ils sont en train de faire de l'aménagement du territoire et du vécu des territoires qui aujourd'hui sont en train d'être abandonnés dans beaucoup de zones où les jeunes abandonnent. Il n'y a pas d'activité économique en dehors de troupeaux qui de temps en temps se baladent, ou de l'économie avec des cultures sous pluie qu'on fait très ponctuellement et qui ne sont pas rentables. Il y a tout ce business-là qui peut se faire. Je parle de l'habitat social, je l'ai dit aussi. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'infrastructures publiques sur le front de l'État. Mais en matière d'habitation pour les populations pauvres, on est vraiment catastrophique. Et là, il y a aussi une niche pour des gens qui peuvent entreprendre ou avec le soutien de l'État pour dire nous voulons faire la promotion sociale, habitat social pour les plus pauvres. Il y a à utiliser la main-d'œuvre locale, à utiliser les matériaux locaux, à utiliser création de l'emploi. Et les pauvres auront accès à l'habitat, c'est qu'il y a un impact énorme sur la santé, sur l'éducation, sur l'urbanisation. On ne peut pas citer ce que ça a comme effet. Ouais. Les niches sont nombreuses, machallah. Les opportunités existent. L'environnement, il y a plein de niches dans l'environnement. On n'en parle pas, mais en Europe aujourd'hui, il y a plein de niches dans l'environnement. L'artisanat, l'amélioration de l'artisanat, les produits locaux. La consommation locale, la petite transformation locale, c'est presque toutes les entreprises, mais avec cette dimension qui est j'emploie des gens locaux, je valorise le potentiel local. Je ne suis pas en train d'aller chercher un produit chinois pour le vendre. Voyez l'inverse avec ça. Prenez un commerçant qui court vers la Chine, qui cherche le produit le moins cher, le plus toxique et qui l'amène ici pour gagner de l'argent. C'est 2 mondes à l'envers. Avec un entrepreneur qui dit j'essaye de développer un produit local avec des paysans locaux, avec une difficulté pour le produire sur le marché. Un autre qui court, qui amène un conteneur pour des mauvais produits. C'est 2 business, mais complètement opposés. Avec 2 esprits complètement opposés, avec 2 impacts complètement opposés. Oui, certain. Si vous m'entendez bien, Sidi, lors de son intervention, il a présenté un modèle qui peut être, c'est-à-dire des sources de financement qui ne sont pas les sources quand même souvent sollicitées par les jeunes, surtout ici en Mauritanie. C'est-à-dire on est à la veille de la mondialisation, donc on peut bien sûr se lancer avec un fonds qui vient en dehors de la Mauritanie. Bien sûr, dans votre intervention, vous avez parlé d'Ahmed Younes, qui est le leader en ce qui est de
financement participatif ou ce qu'on appelle crowdfunding. Crowdfunding qui est en fait bien dans le statut d'une entreprise sociale. Donc, comment on peut accompagner les jeunes ou bien, c'est-à-dire assurer un mentorat, surtout dans votre intervention, on a des incubateurs qui veillent c'est-à-dire à accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. Mais comment on peut, c'est-à-dire essayer à accompagner les jeunes dans le développement du business social afin qu'ils puissent profiter des initiatives c'est-à-dire qui tournent autour du monde, c'est-à-dire il y a des autres sources de financement ailleurs, on peut s'aligner avec des autres objectifs stratégiques, c'est-à-dire en proposant des solutions innovantes pour l'environnement ou pour le chauffement climatique ou pour des trucs comme ça, nous pouvons s'aligner avec un bailleur de fonds de l'extérieur, mais il faut vraiment un accompagnement et un système, un état d'esprit qui est très, très élevé afin que les jeunes peuvent s'orienter dans ce sens. Donc, quel genre d'accompagnement peut-on mettre en place? Je voudrais que vous me donnez plus d'éclaircissements, Nénékan, avant que je retourne à Sidi Khalifa sur l'Intage Group pour voir quel type d'accompagnement offrant pour les jeunes dans ce cadre. Ok. Merci. Alors, je vais... Ok. Donc, alors, pour ma part, je voudrais revenir un tout petit peu sur un point clé qui constitue la fiscalité. Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire que les règles fiscales, chez nous, que ce soit chez nous ailleurs, d'ailleurs, sont complexes et leur intégration nécessite pour une association, surtout dans le domaine social, une analyse détaillée de chacune de ces activités au regard, bien entendu, de son fonctionnement et des moyens surtout qu'elle met en œuvre. L'environnement fiscal des associations, comme disaient certains, ressemblerait à un peu, par exemple, de millefeuille qui est construit couche après couche par l'administration ou le législateur. Il peut donc légitimement être source d'inquiétude. La question donc qui est posée par un des internautes ou un des participants est légitime, parce que simplement il peut être une source d'inquiétude pour non seulement les jeunes qui sont porteurs de projets sociaux. Ces derniers doivent permettre, bien entendu, de ne pas freiner l'atteinte des objectifs dans la création de valeur. Quand on parle d'entreprise classique, on parle de création de valeur, parce que vous savez que quand on parle de création d'une entreprise classique, on dit, par exemple, que l'entreprise, on ne peut pas la définir, parce que simplement, c'est une définition de l'entrepreneuriat, est un terme polysémique. Quand on le définit en fonction de ces paradigmes. Et parmi les paradigmes, justement, il y a la création de valeur. Ici, on parlera de création de sociale, sans pour autant, naturellement, compromettre l'apport des flux des revenus générés. Maintenant, pour autant, une entreprise à but non lucratif, par exemple, une association, présente, à mon avis, un avantage non négligeable. C'est celui de sa flexibilité en termes de solutions de financement, comme vous venez de le dire. En plus, non seulement de générer des revenus de ses propres activités commerciales, comme on a vu tout à l'heure, donc des activités sociales. Quand on parle encore une fois de l'économie sociale solidaire, on favorise la production locale, on favorise la consommation locale. Ça veut dire que cette entreprise, bien entendu, qui a non but lucratif, bien entendu, peut créer et générer des revenus à partir de ses propres activités commerciales. Mais aussi, elle a la possibilité de lever des fonds par des biais, comme vous l'avez dit, par exemple, ou des subventions privées ou publiques, des dons d'entreprises, etc. Ou grâce à la philanthropie, bien entendu, de certaines activités. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une flexibilité. Par ailleurs, maintenant, on a à côté, bien entendu, quand on parle de ces entreprises-là, on a à côté des entreprises, un modèle social peuvent aussi être à but lucratif. Vous savez, dans ces entreprises, c'est le montage, comme j'ai dit tantôt. C'est la lecture qu'on fait, bien entendu, de cette organisation. Elle se différencie alors
Donc, des entreprises sans but lucratif, le point fort de ce type de structure à but lucratif est de pouvoir lever des fonds, le capital risque par exemple. Et l'investissement potentiel, comme elle peut générer des profits. Mais ces excédents-là ne vont pas être triés comme classiquement on a l'habitude de faire par des investisseurs, par des actionnaires. Donc, ces excédents sont redistribués ou sont réinvestis dans l'organisation. Franchement, les entreprises sociales, à but lucratif, normalement possible, comment les entreprises sociales à but non lucratif, de profiter des donations, des subventions philanthropiques, etc. Donc, ce qui fait que l'entrepreneur social peut garder une certaine indépendance et au moins des financements à court terme. Maintenant, par rapport à l'entreprise sociale à but lucratif et tout non lucratif, tout dépendra bien entendu du porteur de projet. Je pense avoir répondu un tout petit peu à votre question. Merci. Merci Nenekan pour l'éclaircissement et pour la pertinence de l'intervention. Monsieur Sidi Khalifou, avant de clôturer la séance des questions-réponses, donc je voudrais savoir, vous en tant qu'entrepreneur, donc quelle stratégie adoptez-vous pour la promotion de l'économie sociale et solidaire dans les entreprises que vous lancez? Bon, en fait, on a choisi. En fait, c'est peut-être lié aussi. Je fais un peu les liens au background de chacun. Moi, je sais que on peut dire que je suis tombé dans l'économie sociale et solidaire parce qu'on a commencé par les ONG. Donc, je pense que les ONG et le mouvement associatif jouent un rôle important dans cette démarche ou dans cet esprit, parce qu'effectivement, c'est l'esprit d'aller vers effectivement les citoyens, la participation, les problèmes des citoyens qui ont poussé à ce que cette démarche soit établie. Mais après, il faudra qu'il y ait une évolution. Ce qu'on reproche aussi à beaucoup de systèmes humanitaires associatifs, c'est qu'on s'éternise dans le non lucratif et on habitue les populations à ne pas aller vers cette démarche économique. Donc, même si on pousse cet esprit qu'on a développé et qui a donné dans les entreprises dans lesquelles je me suis engagé après, qui a donné cette notion de citoyenneté ou de service public ou d'impact qui est la priorité. Mais dernièrement, ce qu'on a vu aussi, c'est que c'est plutôt développer des outils qui permettent de développer ces petites entreprises dans le domaine, effectivement, qui ont dans le business social ou dans l'économie sociale et solidaire. Et l'un des outils qu'on a mis en place, c'est une boîte qui s'appelle Intage Group et qui vise à rentrer, à soutenir, avec 2 actions, à soutenir ces entreprises de type business social sur 2 axes. C'est l'aspect accélération parce que souvent, le problème des entreprises, c'est que c'est difficile de démarrer, difficile d'avoir une activité. Donc, si l'initiative est déjà prise, l'accompagner du point de vue administration, commerciale, tout ce qui est transversal, qui est lourd en général pour les entreprises, mais surtout du point de vue financement. Parce que quand vous demandez effectivement un financement au niveau du système bancaire ou au niveau des autres types de financement, c'est pas facile quand on est dans des business sociaux parce qu'il n'y a pas de fonds aujourd'hui orientés vers les business sociaux. Au contraire, on va dire vous êtes très faible, les TRI, le taux d'endettement est faible, donc vous n'êtes pas éligible à nos financements. C'est même l'exclusion, on peut dire. Votre TRI est faible, le retour sur l'investissement est faible parce que c'est un projet qui n'est pas très, très rentable, donc on ne peut pas vous financer. Il y a trop de risques. Donc, nous, ce qu'on essaie aujourd'hui, c'est de lancer un outil de financement qui d'ailleurs est plus proche de l'approche islamique aussi, de dire, effectivement, on cible ces entreprises, on rentre dans le capital et on essaie de développer avec vous cette entité-là. Et c'est Intage Group qui fait ça. Je pense que j'ai envoyé une présentation qui peut être partagée avec le public. Et l'idée fondamentale, c'est il y a moins de marge, il y a plus de risques. Mais ce que nous recherchons, c'est 2 choses, c'est qu'il y ait plus d'entrepreneurs dans ces domaines-là et qu'il y ait plus d'impact au niveau de ça. Et nous espérons effectivement bénéficier de fonds
d'impact et autres qui sont en train de se développer au niveau mondial et nous espérons qu'ils viendront aussi au niveau de la Mauritanie. Que le gouvernement va dire oui, pour soutenir ce genre d'impact, on peut le faire. Et curieusement, on commence à avoir des banques locales qui commencent à nous suivre. Et elles nous suivent pourquoi? Parce qu'elles cherchent à créer, à ce qu'il y ait plus de tissu entrepreneurial. Parce qu'on voit que le tissu entrepreneurial aujourd'hui est limité. Parce qu'il est limité, il n'est pas facile. Donc, elles veulent plus d'entreprises. Et si on dit plus d'entreprises, donc le business social est l'une des niches qui sont en train d'identifier et nous accompagner dans ça. Voilà, donc c'est cette démarche-là qu'on est en train de faire pour pousser à ce qu'il y ait plus d'esprit d'entreprise business social. Et c'est le rôle de l'État aussi. Nous voulons bien être soutenus par l'État. Mais en étant privé, on amorce quand même les choses. Et surtout, le rôle dans tous les cas, en fait, le rôle de l'État est clé. Donc, pour mener vraiment une action ou on est en train de plaidoyer et de sensibiliser, mais le rôle de l'État reste déterminant, bien sûr. Donc, n'est qu'une petite intervention avant et une question pour clôturer votre intervention. L'un des participants qui nous suit en direct, il pose les problématiques que nous sommes en fait pays moins peuplés par rapport aux pays voisins. Donc, il voit que est-ce que du fait qu'on est vraiment pas un pays où le nombre de population est assez élevé, n'est pas contraignant pour le développement de tels modèles économiques, notamment l'économie sociale et solidaire. Pouvez-vous clôturer par un conseil ou des conseils à vous donner si je me suis un jeune que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat social? Quelles sont les questions, deux ou trois recommandations ou conseils que vous pouvez me donner? Vous me recevez toujours, Nenekan? Donc, bon, je ne sais pas. Donc, si tu as deux ou trois conseils à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat social pour clôturer cette séance de discussion. Merci beaucoup. En fait, bon, d'abord, c'est très encourageant. D'abord, effectivement, pour tout entrepreneuriat ou pour tout entrepreneur, il faut oser attaquer. Effectivement, dire qu'il y a des niches, ce qu'on appelle des niches, il y a des possibilités dans ce business social. Il y aura de plus en plus de financement. Et effectivement, si on veut être à la fois créer son emploi et être utile et développer effectivement des entreprises qui auront de l'avenir, c'est un peu dans ce modèle de business social et qui normalement, dans les années à venir, comme on l'a dit, surtout dans le post-Covid, il y aura de plus en plus d'intérêt à ce genre d'entreprise pour le faire. Donc, il faut choisir les bons créneaux. Ça n'empêche pas d'étudier, de regarder la rentabilité, de chercher le financement, de le faire dans le cadre d'un réseau aussi, c'est important parce qu'il y a des réseaux qui commencent à se développer dans ces domaines-là par thème ou par type d'activité. Par exemple, l'environnement, il y a pas mal de réseaux qui se développent. Dans les domaines des services publics, il y a des domaines aussi développés. De le faire aussi dans le cadre d'un réseau. Et de s'armer de patience parce que entreprendre aussi, c'est pas quelque chose de rapide. Pourquoi le business classique est très facile? C'est que, et c'est malheureusement notre gros problème en Mauritanie, c'est que les gens veulent s'enrichir vite. C'est que je fais un conteneur ou deux conteneurs et je suis riche. Alors que le business, c'est pas ça. Le business, c'est que j'ai investi, je cherche le long terme, je développe et c'est à long terme que je peux avoir les rentabilités, des dividendes, des économies, mais pas tout de suite. Avec une ou deux opérations, je suis riche. Ça, c'est des opportunités spéculatives qui existent, mais ce n'est vraiment pas l'économie sociale et solidaire. Mais après, quand on se dit à quoi sert ce que je fais, combien j'ai créé d'emplois, à quoi je suis utile, je me suis suffi à moi-même tout seul, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de développer cette capacité à soutenir les autres, à soutenir les pays pour qu'ils se développent. Voilà. Oui, surtout ça, parce que vraiment, en regardant, c'est-à-dire le taux d'abandon c'est-à-dire dans les initiatives d'entrepreneuriat qui se lancent, c'est terrible en fait. Et cela revient bien sûr aux remarques que vous venez de signaler, c'est que les jeunes ou même tout le monde en fait, il est très pressé ou très pour générer des chiffres très, très intéressants aussi vite fait. Dans ce cadre, peut-être présenter des modèles c'est-à-dire
c'est ce qu'on voit toujours, c'est qu'on, si on veut sensibiliser sur l'entrepreneuriat, on présente pas, c'est-à-dire qu'il y a des défis, qu'il y a de la patience, qu'il y a vraiment des obstacles et des défis à s'élever, mais plutôt on concentre plus sur l'aspect réussite et non sur l'aspect défi et sur l'aspect obstacles qui sont énormes, bien sûr. Quand un vrai entrepreneur, quand même, qui a suivi des démarches logiques, sûrement, il a énormément des obstacles, mais le fait de surmonter ça, c'est en fait ce qui donne valeur ajoutée, ce qui donne de l'enthousiasme et ce qui donne vraiment l'envie à continuer. Donc, essayer tout, c'est-à-dire, c'est très intéressant de soulever ces points, très intéressant aussi de faire c'est-à-dire le partage d'expérience pour vraiment montrer aux jeunes que pour vraiment lancer une telle entreprise, que ce soit sociale ou non, il faut la patience en fait, parce que c'est pas tout d'un coup on va générer des revenus énormes. Ça c'est contradictoire avec les lois de la nature, en fait. Donc, je vous remercie vraiment, M. Sidi Khalifou, sur la qualité, la pertinence et la disponibilité horaire. Vraiment, nous aussi, je remercie Dr. Nennekan, c'est la pertinence et la clarté et la qualité de l'intervention. Vraiment, c'était très enrichissant et très bénéfique. Et j'espère que les jeunes ont pris des notes. Et j'espère que très, très bientôt, on voit des entreprises sociales qui vraiment veillent à résoudre des problématiques qui touchent le quotidien des citoyens. Donc, si jamais quelqu'un de nos invités a un dernier mot à dire, je peux lui donner la parole. Sinon, je remets la parole à notre présidente pour dire un petit mot avant que je dénonce la suite de la semaine, notamment en termes d'ateliers et en termes de workshop. Et je vous remercie vraiment. Un grand merci pour les réseaux et félicitations pour l'initiative et la volonté de développer ça. Et en tout cas, nous, on est à votre appui. Et je crois qu'il faut plus aussi de solidarité entre les entrepreneurs. Et d'ailleurs, il y a aussi maintenant des clubs d'entrepreneurs qui commencent à se développer, qui sont dans cet esprit au niveau de la Mauritanie. Et je crois que cette solidarité, elle est essentielle et on est à votre service. Et on vous souhaite effectivement une bonne continuation, une bonne réussite. Et je pense que c'est les jeunes qui doivent prendre ça en main et l'imposer au niveau du gouvernement, l'imposer au niveau du débat public. Et c'est une bonne chose. Merci beaucoup, M. Sidi Khalifou. Donc, la présidente, un dernier mot avant que je dénonce la suite du semaine. Merci beaucoup, Hyin. À la fin de ce panel, je tiens à remercier Dr. Nennekan et M. Sidi Khalifou qui n'ont aménagé aucun effort pour être avec nous malgré leurs préoccupations et malgré tout ce qu'ils ont. De ce fait aussi, j'aimerais remercier la famille RGSM. Derrière tout ce que vous voyez maintenant, il y a une grande famille, il y a une équipe qui travaille ou qui a travaillé très dur pour qu'on puisse arriver à réaliser ce qu'on a pu réaliser. Juste pour éclaircir une dernière chose, merci à Mohamed Salik Hyin. En fait, lui, il fait partie de 31 jeunes qui ont été sélectionnés de 10 pays pour mener cette activité dans leur pays. Et la Mauritanie, grâce à lui, a eu la chance d'être parmi ces 10 pays et organiser cet événement ici pour montrer que la jeunesse mauritanienne existe partout, que la jeunesse mauritanienne a la tendance de changer le pays malgré le peu d'efforts ou le peu de soutien que nous avons. On a toujours tendance à changer le pays vers le bon. Et j'espère que les jeunes seront là parce que ça, ce n'est que le commencement. On est là encore pour 10 jours, pour 6 jours jusqu'au 21 janvier et que tout le monde soit là pour qu'on puisse en bénéficier le maximum possible de cette opportunité. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et on se revoit. Hyin va vous expliquer le reste de l'année pour le reste des jours et on se revoit et à très bientôt. Merci, la présidente. Donc, en fait, ça, c'est de notre devoir et de présenter ce que nous pouvons faire à notre échelle, bien sûr. Donc, et c'est comme ça, en fait, que nous pouvons marquer un tel développement, c'est que chacun contribue avec les moyens qu'il a. Et nous,
tant que famille RGSM, les moyens que nous avons jusqu'à présent sont très limités, mais quand même, ils sont toujours pour les jeunes et en faveur des jeunes. Donc, c'est ça. إذا شاكر جميع الضيوف، شاكر جميع المتابعين على حضورهم وعلى تفاعلهم معنا. كيف ما ذكرت زميلة، هذا بداية نشاط يمتد طيلة الأسبوع، فيه مداخلات عبارة عن ندوات وورشات، ندوات افتراضية اللي هي ينظموها محاضرين آخرين الصبح في الليل إن شاء الله. اللي تعود عندنا ندوة عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من عمل الهش، يقدمها دكتور مختص في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن شاء الله، اللي تعود تبث عبر الأثير عبر الصفحة مباشرة، اللي تعود من 8:30 إلى 9:30 إن شاء الله تعالى. ذلك اللي نقدم برنامج لويبينار، اللي تعود فما ويبينار آخر إن شاء الله تعالى لمركلدي sur l'économie sociale et solidaire et la crise sanitaire que nous connaissons maintenant. Donc, comment on peut surmonter les crises sanitaires à travers l'économie sociale et solidaire. Donc, le dernier jour de cette initiative est marqué par une séance de networking 5-7. À travers cette expérience, Inch'Allah, plusieurs jeunes du pays méditerranéen sont des entrepreneurs sociaux, vont présenter leurs initiatives et leurs projets dans l'objectif de créer un espace d'échange et de networking. Inch'Allah. Donc, في ختام الأسبوع اللي يعود فما جلسة تشبيك كيف ما قلت، يحضرها عدة شباب رواد اجتماعيين من مختلف دول منطقة المتوسط، بهدف تبادل التجارب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب اللي حولنا، كان نقدر نطوروها ونديروها في إطار نقلاتية، كان نطور نعدلوا منها أفكار مشاريع في المستقبل. إذا بالموازاة مع هذا اللي هي عود فماتيها ورشات عمل فريما، الهدف منهم هو تبسيط المفاهيم اللي يطرق لهم في ذولي بانيل، يقد يعودوا فماتيها مفاهيم هنا اللي نتكلم مع بالحساني أبريجة في ريسيمي فرنسي. دونك الهدف من ذولي الورشات هو فريما علينا نبسطوا المفاهيم في إطار تفاعلي بين ليجن entre les jeunes en fait. Donc الهدف منه هو on rapproche هذو les concepts من les jeunes ويفهموهم بطريقة vraiment aussi simple ويعرفوا comment ils peuvent concrétiser ça. Donc les workshops seront ainsi demain, il y aura des workshops. Donc comprendre l'économie sociale et solidaire et les démarches à suivre pour créer une structure. Donc suivi par un workshop qui sera des études de cas et des mises en pratique l'économie sociale et solidaire. يوم الأربعاء اللي يعود فيه la mise en œuvre, l'ESS utile pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc فما tendance زاد في العالم مهمة عن أهداف التنمية المستدامة، فما عدة مستثمرين وعدة هيئات تمول المشاريع اللي مهتمة بمجال البيئة ومهتمة بأمور تنمية أهداف التنمية المستدامة. حول هذا يوم الأربعاء ننظم ورشتين تهتم أساسا كيف نجسدوا أهداف التنمية المستدامة في مشاريع نطلقوهم ويعودوا مشاريع ذات طابع وذات عندهم بعد اجتماعي تضامني. ودونك يوم الخميس اللي يعود فيهم اللي هو وركشوب على المونتاج et la gestion des projets, c'est les projets de nature économie sociale et solidaire. Donc les ateliers en grande partie seront assurés par des jeunes dans l'objectif de faciliter la communication entre les jeunes, faciliter l'échange et le partage d'expériences et le partage et l'échange d'idées entre les jeunes dans un espace vraiment qui est dédié vraiment. Son objectif principal, c'est vraiment de créer une interactivité, un échange bénéfique. Donc, c'est ça. هذا هو جدول الأعمال. فيه 6 workshops. الوركشوب الأخير اللي يعود بيزنس بلان كوما ديفلوبي، ستادير بسم الحال نشتغل على بيزنس بلان خاص بين entreprise sociale. فما دي بيتي ديفيرونس entre بيزنس بلان كلاسيك وبيزنس بلان pour une entreprise sociale. Donc الوركشوب اللي يعود فريما l'objectif منه على les participants après le workshop يعودوا un mesure على انهم
يقبلوا le canevas d'un business model ويرامبليسوا soigneusement dans l'objectif. منين يعود عندنا un canevas rempli correctement معناه أن عندنا une idée d'entreprise en poche. Si j'ai dit une idée d'entreprise, c'est-à-dire une idée avec des visions claires sur comment je peux financer, sur comment les probabilités de financement et tout. Donc, le canevas ou le business plan d'une entreprise ou d'une idée, c'est vraiment la carte d'identité d'une telle ou telle entreprise. Donc, je vous remercie vraiment وجespère على أن لا أي جهد بشري من الخطأ ومن الأخطاء ومن امور بعض ما مبرمج معايا غير بعد قله العوامل. دونك نحن اوني لا بور لي جين اوني دي جين ما سا بلاس با على ان لا جوست دي جين كي اون بري لينيسياتيف دو فير كيلكو شوز بور لي جين. دوكو سير ما يدوروا عود فمات يا شي سافا با نحن اوني ريغريت يا غير ملي خير نعدلوا شي فيه اخطاء من ما نعدلوا شي. هذه en fait c'est notre conception des choses sur les réseaux. Il vaut mieux on fait quelque chose qui n'est pas peut-être perfect, mais c'est mieux quand même de rester les bras croisés entre critiquer ou en train de ne faire rien du tout. Donc le choix entre faire quelque chose et faire quelque chose avec des défauts et ne rien faire, nous avons choisi de faire quelque chose. Et au fur et à mesure, on donne l'occasion pour nous-mêmes à se développer et à développer notre réseau, Inch'Allah. ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق كامل. ونتمنى على لي ورك شوب اللي يعودوا على زوم. دونك جاتكم نوتيفيكاسيون على اجندا سير اجندا. دونك ني تدخلوا لاجندا دور تخرصوا تدخلوا نقرا ليفينمون دور تشوفوا لي ليان يريديريجيكم مباشره sur زوم. دونك vous êtes tous les bienvenus ومرحبا بكم كاملين. وهذا الجهد وان شاء الله في قادم العود ان شاء الله افضل ويعود احسن. وكنا نبقوا فريمون ليفينمون يعود بريزونسيال يعني لي كونديسيون سانيتير ما يسمحوا بذاك للاسف. ديكو ملي بوين ما نعدلوا شي والله نعدلوا شي ان لين افيك دي كونترينت تكنيك اخترنا نعدلوا شي ان لين. ديكو جو فو ريميرسي بون جورني والله بون سواري ان شاء الله. et on se retrouve demain ان شاء الله تعالى pour le premier workshop à 11h30 ان شاء الله تعالى midi. Donc en tout cas le planning c'est avec vous. OK, merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.